Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, à Annecy, une attaque au couteau perpétrée par un demandeur d'asile syrien de 31 ans, titulaire de documents d'identité suédois, a fait 5 blessés, dont 4 enfants et un adulte. Les motifs de cette attaque restent incertains, mais l'agresseur, qui n'était pas connu des services de sécurité, a bien été arrêté. Hier, dans un parc de la ville d'Annecy, dans le sud-est de la France, un ressortissant syrien a blessé 4 jeunes enfants et un adulte lors d'une attaque au couteau. Certaines des victimes sont dans un état critique. Un porte-parole de la police a déclaré que l'agresseur était un demandeur d'asile syrien âgé de 31 ans, qui portait sur lui des documents d'identité suédois et un permis de conduire suédois. Il est entré légalement en France et n'était pas connu des services de sécurité. Une source d'enquête a déclaré que les motifs de l'agresseur ne sont pas clairs, ajoutant que les autorités antiterroristes n'avaient pas été invitées à mener l'enquête à ce stade. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu à Annecy avec la première ministre Elisabeth Borne, a déclaré sur Twitter que l'attaquant avait été arrêté. BFM TV a montré des images de plusieurs policiers maîtrisant un individu dans le parc. La police a indiqué que le pronostic vital de 2 enfants et d'un adulte est engagé, tandis que 2 enfants sont moins gravement blessés. Les enfants blessés sont âgés de 22 mois à 3 ans. James Cleverly, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que l'un des enfants était de nationalité britannique. Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a qualifié l'attaque d'acte de lâcheté absolue. Des témoins ont déclaré qu'au moins un des enfants blessés se trouvait dans une poussette. L'incident s'est produit vers 9h45 du matin, dans l'aire de jeu d'un parc pittoresque situé au bord du lac à Annecy, dans les Alpes. Plusieurs témoins ont décrit le parc du Paquier où l'attaque a eu lieu comme un lieu habituellement tranquille, apprécié des touristes pour sa vue imprenable sur le lac d'Annecy et les montagnes. Alors c'est un effet de sidération parce qu'on ne s'imaginait pas que ça puisse être possible dans un environnement aussi bucolique, paisible. Annecy. Mais maintenant, des choses comme ça va se répéter dans des endroits où personne ne s'y attend et c'est ce qui va se passer. Parce que tout le monde s'attend à ce que ça se passe dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Lyon, j'en sais rien. Maintenant, on va chipper des endroits où personne s'y attend pour donner justement pour faire peur aux gens. Au cours des derniers mois, la France a été choquée par un certain nombre d'incidents violents, notamment l'agression mortelle à l'arme blanche d'une infirmière dans la ville de Reims, dans le nord du pays. Hier, jeudi 8 juin, les ministres de l'Intérieur des 27 États membres de l'Union européenne se sont réunis pour tenter de parvenir à un accord sur le partage des responsabilités en matière de prise en charge des réfugiés et des migrants. Après des années de querelles préjudiciables entre les États de l'Union européenne, un accord provisoire est au centre des négociations, à l'heure où plus d'1 million de personnes viennent de débarquer en Europe par la Méditerranée, la plupart fuyant la guerre en Syrie. L'accord attendu permettrait aux pays qui ne souhaitent pas accueillir les migrants irréguliers et les réfugiés d'aider les pays qui ont choisi d'ouvrir leurs portes en leur fournissant de l'argent, du matériel ou du personnel. Je pense que nous avons sur la table une proposition équilibrée qui bénéficie d'un large soutien. J'espère donc que les États membres sont prêts à prendre cette décision aujourd'hui. Je pense qu'il est important de souligner que cet accord n'est pas un jeu à somme nulle, qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Si nous travaillons ensemble pour gérer les migrations dans l'Union européenne, nous serons tous gagnants. Nous sommes tous gagnants. Nous l'avons vu, nous sommes si forts. L'accord introduirait également une nouvelle procédure accélérée aux frontières pour les personnes dont on estime qu'elles n'obtiendront probablement pas l'asile, afin d'éviter qu'elles ne s'attardent dans l'Union européenne pendant des années avant d'être forcées de la quitter une fois le verdict tombé. La France est prête à un compromis, pas n'importe quel compromis, mais un compromis pour faire avancer l'Union européenne. D'autant plus important pour nous que nous avons, je crois, par la présidence française, beaucoup poussé pour ce texte. Certains pays de la partie orientale de l'Union européenne sont actuellement très lourdement chargés, alors que d'autres ne le sont pas. Nous devons parvenir à une meilleure répartition des migrants, c'est pourquoi nous avons besoin de cet accord commun. Et je crois comprendre, si je me base sur nos discussions, que nous avons une compréhension similaire du problème. Et il pourrait y avoir une chance que nous concluions un accord, mais pas à n'importe quel prix. Selon les données de l'ONU, moins de 160 000 migrants sont arrivés l'année dernière au sein de l'Union européenne, un espace peuplé d'1 demi-milliard d'habitants. Les pays de débarquement du Sud, comme l'Italie et la Grèce, réclament depuis longtemps davantage de soutien des pays épargnés, tandis que certains pays au niveau de vie élevé
comme l'Allemagne et la Suède, tentent de limiter au maximum l'immigration. Elon Musk a choisi la confrontation, c'est ce qu'a déclaré lundi la Commission européenne qui reproche au PDG de Twitter de ne pas se conformer à la nouvelle réglementation sur la modération des contenus. David Vives de NTD nous en parle. La Commission européenne a déclaré lundi que Twitter avait choisi la confrontation. Le propriétaire de la plateforme, Elon Musk, a renoncé au code de conduite de l'Union européenne contre la désinformation en ligne. Bien que ce code soit volontaire, l'UE prévoit de mettre en œuvre une nouvelle réglementation en août, appelée Législation sur le service numérique, ou DSA. Twitter devra s'y conformer pour exercer ses activités en Europe. Ce règlement déterminera la manière dont les réseaux sociaux s'attaqueront au contenu préjudiciable. Lors d'une conférence au Sénat la semaine dernière, Guillaume Zambrano, professeur agrégé de droit, a déclaré que la notion de contenu préjudiciable est vague telle qu'elle est définie par le texte. Elle dit que les opérateurs de services numériques, des Google, YouTube, Instagram, Twitter, ont l'obligation de retirer les contenus illicites d'Internet dès qu'ils en prennent conscience, ou dès qu'on leur signale l'existence de ces contenus illicites, sauf que ces contenus illicites, nulle part dans le règlement, on ne trouve de définition de ce qu'est un contenu illicite. Les exemples de contenus préjudiciables sont les publicités personnalisées pour les mineurs, la désinformation sur les élections ou la santé publique, et la cyberintimidation. Selon Zambrano, le texte ne contient pas de définition stricte, ce qui signifie que les opinions ou les informations qualifiées de fausses par la Commission peuvent entrer dans cette catégorie. Cette loi laisse complètement les pleins pouvoirs à la Commission européenne pour décider de ce qu'est une manipulation de l'information, du contenu haineux, du harcèlement. Avec cette réglementation, on peut forcer, par exemple Twitter, à fermer le compte Twitter, le compte de Donald Trump, l'ancien président. Les nouvelles règles DSA s'appliquent à 19 entreprises, dont la plupart ont été créées aux États-Unis. Elles sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial, ou d'une interdiction temporaire d'exercer. La Commission prévoit également d'accéder aux données et aux algorithmes de ces plateformes afin de vérifier si elles promeuvent des contenus préjudiciables. On a prévu une loi qui permet de forcer les entreprises à devenir des organes de censure. En fait, il place l'Europe au même niveau démocratique que la Chine et son système de contrôle de l'information qui est exactement ça et qui va filtrer toutes les informations qui viennent de l'extérieur, d'Internet en général, avant que le public y ait accès. La Commission prévoit de visiter le siège de Twitter aux États-Unis à la fin du mois de juin. David Vives, NTD Actualité, Paris. L'Ukraine appelle à l'aide internationale après la destruction d'un barrage important qui a provoqué de graves inondations. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement d'avoir bombardé les secouristes dans la zone inondée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu jeudi dans la région inondée de Kherson, dans le sud du pays, pour discuter des opérations d'urgence avec les autorités locales. Avant cette visite, il a critiqué les groupes d'aides internationaux pour leur réaction aux graves inondations causées par l'effondrement du barrage de Nova Kakhovka. Chaque personne qui meurt là-bas est un verdict sur l'architecture internationale existante et les organisations internationales qui ont oublié comment sauver des vies. Le maire de la ville a déclaré que le niveau moyen des inondations jeudi matin était supérieur à 10 mètres et que près de 2000 personnes avaient quitté le territoire inondé. L'Ukraine a déclaré que le déluge allait submerger des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles et transformer en désert au moins 500 000 hectares privés d'irrigation. Une vidéo de la police nationale ukrainienne montre une femme en fauteuil roulant parmi les civils sauvés des eaux. Les autorités ukrainiennes accusent les forces russes d'avoir bombardé les secouristes sur la rive ouest de Dniepr, tenue par Kiev, tandis que le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir bombardé les secouristes russes sur l'autre rive. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il présiderait une réunion d'urgence sur la destruction du barrage. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Stoltenberg avait promis que les mécanismes de l'OTAN seraient utilisés pour fournir une aide humanitaire. Kiev et Moscou se sont renvoyés la responsabilité de la catastrophe. Certains experts estiment que le barrage s'est peut-être effondré en raison des dommages causés par la guerre et d'une mauvaise gestion de la part des Russes. Et les producteurs de blé en Chine sont confrontés à d'importantes pertes de récolte après 2 semaines de fortes pluies qui ont inondé leurs champs. Ces pertes pourraient conduire la Chine à dépendre davantage des importations de céréales cette année. L'impact de cette situation se ferait sentir sur l'ensemble de l'économie céréalière mondiale. Voici les détails.
Regardant sa terre détrempée, cet agriculteur chinois dit que son blé ne vaut même plus la peine d'être récolté. Il est l'un des nombreux agriculteurs qui luttent actuellement dans la province centrale du Henan, après des semaines de fortes pluies. La récolte de blé, le temps ne nous donne pas une bonne récolte. Les agriculteurs travaillent très dur cette année. Toutes les cultures de blé ont germé. Les gens sont également très inquiets. Le Henan produit environ un tiers du blé du pays. Les pluies exceptionnellement abondantes provoquent une germination précoce du blé, qui produit souvent une farine de qualité inférieure, impropre à la consommation humaine. Dans le même temps, les pluies retardent la récolte. Selon l'agriculteur Chen, il y a également une pénurie de machines nécessaires à la récolte. Nous avons des moissonneuses à chenilles, mais il n'y en a pas beaucoup et comme il s'agit d'une grande zone, il n'est pas possible de tout récolter. La raison principale est que le temps est mauvais et que, même après l'utilisation de ces moissonneuses, les cultures de blé ne sécheront pas complètement, elles seront inévitablement pourries. Nous pourrions tout aussi bien ne pas récolter du tout. Les pluies ont également touché les provinces voisines de Anhui, Shanxi et Shandong. Les importations de blé en Chine sont déjà en hausse. Pour compenser les pertes, Darren Friedrich, d'une société de conseil basée à Shanghai, estime que la Chine, premier consommateur mondial de blé, pourrait être amenée à augmenter ses importations de céréales. Cela aurait évidemment un impact sur les prix mondiaux et sur les marchés mondiaux. Cette augmentation potentielle des importations de blé de la Chine intervient alors que le phénomène climatique El Niño devrait réduire fortement la production de blé cette année en Australie, un autre grand producteur, et que la guerre en Ukraine continue de freiner les exportations de céréales de l'Australie. Un nouveau rapport vient de sortir sur les liens entre TikTok et Pékin. Le code source de l'application a été écrit par des ingénieurs basés en Chine. C'est ce qui ressort d'un échantillon du code obtenu par un journal australien. TikTok a minimisé ses liens avec son propriétaire chinois ByteDance, notamment en raison de l'interdiction de l'application de partage de vidéos par les pays occidentaux. Mais un échantillon de ce code récemment vu par le journal australien Financial Review pourrait faire échouer cet effort. L'échantillon semble contrôler la diffusion et la modération du streaming en direct. Il montre au moins une douzaine de noms d'utilisateurs et d'adresses électroniques liées à ByteDance. Des sources que le Financial Review n'a pas divulguées ont confirmé que nombre de ses ingénieurs travaillaient en Chine continentale. James Patterson est le ministre du cabinet fantôme australien des Affaires intérieures et de la cybersécurité. Il a déclaré que l'échantillon de code montre que les ingénieurs qui travaillent dessus en Chine peuvent accéder aux données des utilisateurs et sont soumis aux lois du Parti communiste chinois en matière de renseignement et de sécurité. En vertu de sa loi sur le renseignement national, Pékin peut obliger toutes les entités et tous les citoyens à coopérer à ce que l'on appelle les efforts de renseignement national. Patterson a averti que le PCC peut également contraindre le personnel de TikTok à supprimer ou à mettre en avant des contenus favorables à Pékin ou à semer la discorde au sein des démocraties occidentales. En juillet 2022, TikTok Australie a admis que ses employés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs australiens. Plus d'une vingtaine d'États américains ont interdit l'application de partage de vidéos sur les appareils gouvernementaux. Le mois dernier, le Montana a adopté une nouvelle loi interdisant son utilisation sur les appareils personnels. Et la Chine aurait construit une base à Cuba pour espionner les États-Unis. Cependant, le Pentagone dément ces informations. Ariane Pasdar de NTD s'est entretenue avec John Mills, colonel de l'armée à la retraite. On l'écoute. Le Wall Street Journal a rapporté jeudi que la Chine construisait un avant-poste à Cuba. C'est ce qu'affirment des responsables américains qui disent que la Chine utilisera cette base pour espionner le sud-est des États-Unis. Les deux pays communistes seraient parvenus à un accord après que la Chine a accepté de verser l'équivalent de plusieurs milliards d'euros à Cuba, qui est à court de liquidités. Ont-ils introduit des missiles à Cuba? Les Chinois se sont montrés très typiques en armant ouvertement leurs installations, que ce soit dans les mers de Chine méridionale ou dans leur forteresse de Djibouti. John Mills est un colonel de l'armée à la retraite et l'auteur de The Nation Will Follow. Il affirme que la Chine a très probablement déjà des avant-postes de ce type à Cuba et aux Bahamas et que les États-Unis devraient réagir. Avec l'expansion de la Chine dans cette zone proche du continent américain, comment les États-Unis pourraient-ils riposter? Comment pourraient-ils l'empêcher? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons envoyer un ambassadeur aux Bahamas, encourager les Bahamas à rejeter la Chine. Ce serait un bon moyen de riposte. Ce n'est pas Cuba, mais c'est juste à côté de Cuba, et cela enverrait un message. Nous devrions également réarmer le sud de la Floride de manière évidente et visible.
Il explique que cette base lui rappelle la guerre froide, lorsque l'Union soviétique utilisait Cuba pour stocker des missiles. Selon Mills, le sud de la Floride était lourdement armé à l'époque, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Nous n'avons pas d'avions intercepteurs ni de navires de guerre. Manifestement, nous ne nous en soucions pas vraiment. Tel est le message. Mills a ajouté que les États-Unis devraient également étendre leur influence au Panama, car là-bas, Les Chinois ont une présence beaucoup plus forte et pour aller à Cuba, ils doivent passer par le canal de Panama. Cependant, le Pentagone a déclaré jeudi qu'il n'avait connaissance d'aucune base chinoise dans cette région. Dire que nous ne sommes pas au courant du développement d'une base quelconque par la Chine et Cuba n'est pas exact. Deuxièmement, je dirais que la relation que ces deux pays partagent est quelque chose que nous surveillons en permanence. Le département d'État américain a déclaré à NTD qu'il ne pouvait pas confirmer les projets de la Chine. Mais il a ajouté « Nous les surveillons de près, nous prenons des mesures pour les contrer, et nous restons confiants dans notre capacité à respecter tous nos engagements en matière de sécurité. » Mike Gallagher, membre républicain du Congrès, a commenté le rapport sur la base chinoise en ces termes. « Nous devons dire clairement que, comme l'a dit le président Kennedy il y a plus de 60 ans, à la veille d'une précédente crise à Cuba, il y a une voie que nous ne choisirons jamais, et c'est celle de la capitulation ou de la soumission. » Ariane Pasdar, NTD Actualité. Les drones de fret pourraient bientôt survoler certaines régions d'Europe du Sud. En Bulgarie, un récent vol d'essai d'un drone cargo de grande taille a été couronné de succès. Un reportage signé Andrew Thomas de NTD. Dronamix veut révolutionner l'industrie du transport. Le transporteur par drone de fret espère lancer bientôt des vols commerciaux. Nous essayons de créer une solution moins onéreuse, plus rapide et plus écologique pour permettre aux gens de commercer avec d'autres personnes dans le monde entier. Les frères Constantin et Svilen Rangelov sont le duo à l'origine de l'opération. Lorsque nous avons créé l'entreprise, nous nous sommes lancés dans une seule mission, révolutionner la manière dont les marchandises sont transportées dans le monde et les rendre plus rapides, moins chères et plus durables. Baptisé Black Swan, l'avion peut transporter plus de 300 kg sur des distances allant jusqu'à 2400 km. Les frères Rangelov espèrent effectuer des vols commerciaux d'ici la fin de l'année. À la fin de l'année, nous serions prêts à lancer nos premiers vols commerciaux. Comme nous avons déjà notre licence, nous aurions plusieurs années d'avance sur les autres, ce qui est très excitant. Dronamix est le premier transporteur de drones cargo autorisé en Europe. Nous commencerons par voler en Grèce à travers les îles, puis nous nous déplacerons dans toute la Méditerranée jusqu'à l'Italie, à Malte et au-delà. Dronamix a obtenu un financement de 37 millions d'euros de la part d'investisseurs. L'Union européenne a également apporté un cofinancement par l'intermédiaire du Conseil européen de l'innovation. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve lundi à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, un très bon week-end et une excellente soirée sur NTD.